Je parle bien sûr de Michael Olise. Michael Olise ou Michael Scofield, parce que ce soir, il a libéré la France, Michael. Il a libéré la France d'une partition où peut-être que la France n'aurait encore une fois pas marqué de but, pas trouvé le chemin des filets, en étant peu flamboyante. Bah, si lui, il a été flamboyant, un coup franc direct, on n'en avait pas vu un depuis 2018, Paul Pogba, plus une passe décisive. Et quelle passe décisive? Moi, je trouve le tempo est parfait dans la surface pour Ousmane Dembélé, sacré duo. Bref, j'ai vu tout ce que je devais voir d'un joueur à ce poste-là, libéré, sûr de ses forces, techniquement très propre, balle au pied, qui monte en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Enfin, tout ce que j'attendais de Michael Olise depuis son début en équipe de France, depuis qu'il a choisi de rejoindre le projet équipe de France, c'était ce soir. C'était sous mes yeux, lors de ce match face à la Croatie. Et là, il a peut-être sûrement gagné déjà une place dans les prochains matchs et pour son avenir en équipe de France, parce que marquer les esprits avec une telle prestation devant les yeux de l'équipe de France, du Stade de France, c'est énorme. On nous dit évidemment Augustus 40, Olise incroyable. Voilà, évidemment, Olise, c'est le joueur qui fait le plus parler ce soir. On lui a attribué la rédaction Foot Mercato 8,5 sur la note du match que vous pouvez retrouver sur le site, évidemment. 8,5, est-ce que c'est la note que tu aurais donnée aussi, toi, Anif? Oui, complètement, parce que c'est lui qui change complètement le visage de cette équipe de France-là. C'est le profil créatif. On se plaignait d'un manque de créativité dans cette équipe de France de Didier Deschamps. Bah, en fait, et heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait peut-être pu jouer des tours et conforter Deschamps dans ses choix, mais il a été aligné, il répond présent, il est créatif et surtout, en fait, il a fluidifié le jeu complètement. C'est-à-dire que sur énormément d'occasions, on l'a vu redescendre très bas, remonter les ballons. C'est quelqu'un qui est très doué techniquement, c'est-à-dire qu'il peut avancer sur 30-40 mètres en conduite de balle, ce que n'est pas capable de faire d'autres milieux de terrain. Et dans le cœur du jeu, bah, il a su très bien combiner et se placer surtout avec Dembélé, Barcola et Mbappé. Donc pour le coup, c'est vraiment ce qu'on attend de lui. Il est décisif. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Pied gauche, très, très, très intéressant. Aussi bien sur ses buts que sur ses corners, que sur ses coups de pied arrêtés. Enfin, c'est une vraie prestation complète de sa part. Malheureusement, il sort sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave non plus. Mais c'est clairement... La fatigue aussi, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. Aussi. Mais si Didier Deschamps cherchait son profil créatif au milieu de terrain, pour moi, c'est lui. Dans tout ce qu'il fait, il coche toutes les cases de ce qu'attend Didier Deschamps, en tout cas pour la transition avec Griezmann, qui est un parallèle intéressant. Il amène du lien, on va dire, un peu dans l'attaque française, déjà de par son placement, de par sa technique aussi. Il y a quand même, tu sens qu'il se passe quelque chose quand il touche le ballon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que c'est un joueur qui, techniquement, fait des choses que les autres ne savent pas faire, et ça veut dire qu'il crée des espaces que les autres ne savent pas créer, et ça se ressent directement. On l'a vu sur plusieurs occasions. Bah, la passe qu'il fait sur Mbappé, qui rate son face-à-face, le dosage est parfait. Et aujourd'hui, dans son style, il n'y a personne en équipe de France. La chance qu'il a, c'est qu'il a un boulevard. C'est-à-dire que s'il fait un bon match, pour que quelqu'un le déloge, Deschamps, il ne peut pas le déloger avec un Guendouzi ou avec un Rabiot. Ce n'est pas du tout les mêmes profils. Donc il suffit qu'il continue sur cette lignée-là. Et il a un boulevard en équipe de France pour l'instant. Qui sait, dans son profil, ça pourrait être Cherki, oui, Désiré Doué. Cherki n'a pas été appelé. Doué, il débute. Donc finalement, ouais, comme tu dis. Et encore Désiré Doué, je dirais que c'est même un autre profil. Mais celui qui se ressemble le plus dans ce profil créatif et ce qu'il pourrait apporter en équipe de France, c'est Ryan Cherki, effectivement. Ah oui, qu'on souhaite aussi voir le plus tôt possible en équipe de France. Jason Nzadi qui nous dit le chef d'orchestre, c'est Olise, ce soir, qui a livré un magnifique solo. Il nous dit. Lui, son chouchou, c'est depuis. Ah, c'est bon, on commence à tacler Deschamps. Non, il dit son chouchou à Deschamps depuis Griezmann, c'est Kolo Muani. Bon, après, Kolo Muani est rentré qu'en fin de match en remplaçant Dembélé. Mais oui, je pense qu'on sera tous d'accord. Dites-nous votre note, selon vous, pour Olise. Mais je vois qu'ils sont déjà en train de s'écharper sur un autre cas habituel, j'ai envie de vous dire, Kylian Mbappé. J'ai vu passer un petit tas qui disait oui, il a bien fait de laisser les coups francs Mbappé à Olise, parce que c'est grâce sur coup franc qu'il a inscrit son premier but en équipe de France. On va évidemment parler de Kylian Mbappé, qui... Ouais, je te laisse dire ce que tu en as pensé, Anif. Non, si on cherche la liste des matchs type de Kylian Mbappé, celui-là coche toutes les cases. C'est-à-dire que dans l'envie, en tout cas sur cette année 2025, il a montré de belles choses. On l'a vu plusieurs fois haranguer la foule. On a même dans ce qu'il montre sur le terrain, les appels, etc. Moi, je l'ai senti bien plus investi que par le passé. En même temps, vu les dernières prestations qu'il avait eues en équipe de France, c'était pas très dur. Maintenant, il a toujours ces petits manques de finition qui peuvent coûter très cher à l'équipe de France. Il les a aussi à Real Madrid, parce que les gens regardent peut-être pas tout le temps les matchs, mais même s'il y a des stats, il y a forcément des matchs où, avant d'en marquer, il en met un ou deux qu'il devrait mettre. Là, aujourd'hui, il a 2 grosses occasions qui, pour moi, vu ses qualités, il doit mettre au fond. Je pense que ça fait la différence. Après, c'est un joueur qui c'est particulier. Mbappé, c'est toujours la même chose finalement. C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas pour moi,
j'arrive pas à voir un joueur qui est régulier sur 90 minutes. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, tu vas te dire, ah, c'est bien, il est dans les 3 meilleurs joueurs de l'équipe de France. Puis après, pendant 40 minutes, il va disparaître complètement. Et puis après, il va revenir, il va avoir 1 ou 2 occasions. Techniquement, il y a des fois, il va faire des belles choses, des fois, il va louper des contrôles et tout. C'est vraiment... tu jettes la peste finalement avec Mbappé. Tu sais pas s'il va faire un gros match, s'il va faire un match moyen, etc. Et c'est vraiment frustrant sur ce côté-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est loin d'être son pire match en équipe de France. Hein. Honnêtement, il a été plutôt très correct offensivement. Et surtout, j'en parlais en début d'émission, dans ce rôle de numéro 9, je trouvais qu'il a accepté de faire plus de choses que ce qu'il faisait avant. Donc ça a souligné, c'est positif pour la suite. En tout cas, si l'équipe de France veut construire quelque chose avec Mbappé en tant que titulaire, en tant que numéro 9. Mais c'est un match correct plus de sa part, mais avec beaucoup de frustration quand même. 5,5 la note sur Mercato. Avant de te laisser la parole, Chacha, je vais juste vous dire la première réaction de Kylian Mbappé au micro de TF1, qui a parlé après la rencontre. Hein. On s'est levé avec l'idée qu'on pouvait passer une bonne soirée, faire un truc grand. On ne voulait pas les laisser respirer. Michael met un superbe coup franc. Ousmane Dembélé est très efficace. On a poussé pour éviter les prolongations, mais on savait qu'on avait un très grand gardien au tir au but. C'est un objectif, pas un rêve. On était convaincus qu'on allait le faire. Il fallait un match comme ça pour remettre le public avec nous. On voulait un public hostile pour les Croates. C'était cool. On va au Final Four. Je voulais que tout le monde y croie. Nous, le groupe, on y croyait. On a essayé de transmettre et emmener les 80 000 personnes du stade avec nous. Ce n'est pas une revanche sur l'Espagne. Il y a un titre à aller chercher et c'est ce qu'on veut avec la sélection. Ok, bon, plutôt... En Espagne ou... En Espagne, mais pourtant ça se jouera en Allemagne. Alors peut-être qu'il n'est pas encore au courant, Kylian, mais l'Allemagne a battu l'Italie, a éliminé l'Italie. Donc en Allemagne, on aura le Final Four. Il a envie de jouer chez lui maintenant, l'Espagne. Peut-être. C'est son pays. Donc, ces mots correspondent à l'état d'esprit qu'on a vu en tout cas sur son match. C'est-à-dire qu'on a vraiment senti qu'il essayait d'enflammer la rencontre. On l'a dit, il y avait même un peu de nervosité, notamment sur cette séquence avec Livakovic. Mais sur plusieurs actions, tu sens qu'il est frustré, tu sens qu'il essaye d'enflammer un peu la foule, tu sens qu'il essaye de jouer vite, etc. Il voulait vraiment se dire qu'en gros, il sort avec l'idée d'avoir tout tenté. Quoi. Je vais passer la parole à Chacha en lui demandant de répondre à Pastonum88 qui dit « Sérieux, Mbappé bon, arrêtez, vous êtes des footix, regardez les stats de son match. » Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Chacha? T'en as pensé quoi du match d'Mbappé? Je suis d'accord avec Paston88, il est pas bon, il est moyen ce soir. Donc je suis d'accord avec toi, Paston. Bah écoute, moyen Mbappé moyen qui n'a pas réussi à marquer là où il aurait pu marquer. Comme l'a dit Hanif, de toute façon, il n'y a pas de secret sur ça. Après, dans l'implication, dans tout ce qui est générosité, disponibilité, etc., il ne s'est pas du tout caché. Il a été très présent de la première à la dernière seconde. On l'a senti en jambes, surtout, dans le sens où il n'a pas du tout montré de faiblesse physique. Il a transformé son penalty. Enfin voilà, c'est un match moyen de Mbappé. On n'a pas dit bon finalement, on a dit correct plus. Ouais, c'est correct plus. Il est pas bon, pas mauvais quoi. 5,5. Mais en fait, avec Mbappé, on attend qu'il soit bon. On n'attend pas que ça soit moyen en fait. C'est ça le truc. C'est que si c'est Manu Koné qui fait ce match-là, on dit bon bah voilà, c'est Manu Koné. Il y a rien de grave. Mais Mbappé, en fait, la disette en équipe de France sans les pénaltys, ça fait 11 matchs peut-être maintenant parce qu'on était à 10, je crois la dernière fois, donc peut-être 11 matchs maintenant. C'est vrai que ça commence à être inquiétant, entre guillemets, parce qu'à un moment, dans la tête, ça va commencer à trotter pour lui. Et on sait qu'il y a des attaquants qui ont eu des grosses disettes en équipe de France. Là, la disette, quand même... Et je crois que d'ailleurs, il a marqué 2 buts sur ses 13 derniers matchs en équipe de France. C'est 2 pénaltys. Et un pénalty, je crois que c'est hors pénalty, ça fait 11 matchs qu'il n'a pas marqué dans le jeu. Donc tu vois bien qu'il y a un problème, entre guillemets, quand même, parce qu'il devrait marquer et se rassurer, même en marquant un but dans le jeu. Et là, le problème, c'est que les prochains matchs qui vont attendre Mbappé et Deschamps en juin prochain, ça va pas être des matchs contre la Finlande ou le Kosovo pour mettre des doublés pour Mbappé et se rassurer. Ça va être encore une fois un top match face à une top équipe. Alors, il a dit en Espagne, c'est en Allemagne, mais on jouera bien contre l'Espagne. Oui, bien sûr. Dire ça, Kylian, c'est pour ça, mais il a dit en, c'est pour ça qu'on vous a dit ça. Oui. Ça sera contre l'Espagne pour l'équipe de France, l'Espagne qui s'est qualifiée au tir au but également face aux Pays-Bas après un match assez fou, mais ça on en reparlera en fin d'émission. Je vois que c'est plutôt quand même plutôt équilibré, je trouve, dans les commentaires. Là, j'ai Sébastien qui dit Mbappé était bon, très actif et aurait pu être décisif plusieurs fois. En fait, c'est un peu ça. Il s'est créé les occasions. Il est tombé sur un bon gardien aussi. Mais par rapport à certains matchs où on le trouvait parfois éteint, peu présent dans le jeu, il était quand même bien présent dans les relais. Il est sur le deuxième but de français, sur le but de Dembélé. Il est quand même là avec le 1-2 avec Olysée. J'ai envie de dire que c'est son meilleur... impliqué, quoi. Oui, c'est son meilleur match en équipe de France depuis très très longtemps. Parce que
Là-bas, ce qu'il fait à l'Euro, c'était très compliqué. Ce qu'il fait après l'Euro, c'est encore très compliqué. Après, il disparaît donc du rassemblement. On le voit plus. Donc là, c'est peut-être son match référence en 2025 depuis 10 matchs. Alors après, il a toujours pas marqué. Ça fait donc 7 matchs consécutifs sans marquer pour Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Est-ce que ça vous inquiète ou, vu son comportement, vu son attitude sur le terrain, il est sur la bonne voie et ça va rentrer? Je pense qu'il est quand même sur la bonne voie. Là, il montre pas des signes très dangereux, entre guillemets. Et encore dans le jeu, il aurait la tête sous l'eau. On dirait, oula, attention. Mais comparé à son Euro, comme dit Hanif, là, on est sur largement mieux quand même dans le jeu, dans l'état d'esprit. Après, à un moment, il va falloir quand même marquer, parce qu'il y a des occasions dans des matchs au coup près, comme contre l'Espagne, face à une équipe bien meilleure que l'équipe croate. Les occasions de Mbappé, là, pour le coup, il faudra être plus décisif, il faudra se montrer plus tranchant, parce que tu en auras peut-être moins, et l'équipe en face ne répondra pas de la même manière. Mais c'est plus rassurant d'avoir un Mbappé qui est plus intéressant dans le jeu et qui marque pas, plutôt qu'avoir l'inverse. Parce que l'inverse, on savait très bien que le jour où il marquait pas, on pouvait strictement rien attendre de lui. Là, en l'occurrence, c'est que on se dit, s'il continue sur ce terrain-là, avec cette envie-là et ces qualités-là, trouver le chemin défilé, à un moment donné, ça va arriver. Et oui, ça va le faire. Ça va le faire, et c'est ça. Après, comme il a dit, bon, le match contre l'Espagne, ça sera sans doute bien plus compliqué. Après, c'est des matchs où, logiquement, tu as encore plus de motivation, tu as envie de te montrer. Il y a peut-être cette vengeance-là de l'Euro. Donc, je suis pas inquiet, honnêtement. Les disettes et tout, c'est pas le. Enfin, je veux dire, c'est Mbappé, c'est pas un joueur qui peut tout remettre en question et ne pas marquer pendant je sais pas combien de matchs. En vérité, il marquera toujours des buts. Et au final, il était très en avance sur les temps de record. Bon, là, maintenant, ça a un peu stagné, mais c'est pas quelqu'un où tu te dis, et ça se trouve, il va plus marquer, etc. Honnêtement, j'ai pas d'inquiétude sur ça. J'ai une déclat du héros, la séance de tir au but, Mike Maignan, qui a dit à la fin de la rencontre, on savait que ça allait être revanchard, enfin qu'il allait être revanchard. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à l'aller et cela a piqué notre orgueil. Moi, je savais qu'il fallait que je sois prêt. C'est un duel psychologique. Les tirs au but, j'imagine, les joueurs ont donné beaucoup, la lucidité est moins présente. Il faut prendre de la place dans le but et dominer le duel. Ça m'a réussi et on s'est qualifié. C'est dans la tête, dans les yeux. Cela m'a réussi sur les 2 matchs. C'est un exercice où j'ai pas mal de réussite. J'espère que ça va durer. Bon, voilà, il maîtrise son sujet, hein, Maignan, tir au but. Il donne même la recette finalement pour les gardiens dans les yeux. Et il dit, Ceux qui disent que c'est du hasard. Voilà. Oui, mais bien sûr. C'est du hasard que pour l'équipe qui perd. Oui, voilà, c'est sûr que la Croatie, si on va chercher des petites déclarations après match, ils diront que c'est de la loterie. Oui, voilà, c'était la loterie, on n'a rien pu faire. Voilà. Vous savez, à ce moment-là du match, tout le monde est à ça. On ne peut pas travailler les exercices, le contexte n'est pas le même en match et en entraînement, etc. Là. Bon, et pour revenir sur Mbappé, juste par rapport au chat, c'est comme d'hab, c'est la guéguerre entre les anti-Mbappé et les pro-Mbappé, entre ceux qui réclament de l'indulgence et qu'ils disent faut le laisser tranquille, et ceux qui disent au contraire, faut pas être indulgent, c'est le capitaine, c'est le meilleur joueur. Chacun est libre de penser dans le respect, on va dire. Mais Mike Maignan, on a oublié de mentionner aussi son arrêt décisif du coup au match aller. Oui. Penalty, parce que là, du coup, en fait, ça fait dans l'exercice, que ça soit en match et en séance, il s'est montré décisif. Est-ce que c'est pas le Français qui te fait passer dans. Je pense qu'en du coup, en fait, c'est lui le Français décisif, parce qu'il est décisif au match aller pour éviter le 3-0 entre guillemets, et au match retour pour te permettre de passer dans la séance de tir au but. Donc en fait, c'est un peu l'homme de la qualification. Et René Calvin, il dit foutez-lui la paix à Mbappé. Voilà, on va le laisser tranquille, on arrête de parler de lui. Allez, on va parler de Ousmane Dembélé, aussi qui était très attendu, vu que c'est le meilleur joueur français en 2025. Et Ousmane Dembélé a marqué un but, mais on lui a mis que 6 sur les notes, la rédac FM. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Moi, j'explique que je ne suis pas d'accord avec cette note, parce que je pense qu'il aurait mérité plus, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il faut savoir qu'en équipe de France, il a quand même très peu de buts importants, et très peu de buts tout court avec l'équipe de France. Là, ça fait un but important, au meilleur des moments, au moment où tu dois mettre le second but, finition entre guillemets parfaite. Et moi, sur les 2 matchs, j'avais pas du tout aimé sa première mi-temps face à la Croatie, mais la seconde était bien mieux quand même dans l'état d'esprit et même dans ce qu'il pouvait amener comme danger. Là, on n'a pas eu le grand Ousmane Dembélé, mais on a eu un Ousmane Dembélé que dès qu'il touchait le ballon, il pouvait éliminer, apporter du danger, changer, faire une transversale pour changer de côté. On avait un Ousmane Dembélé qui quand même se montrait assez dangereux, je trouve, dans ses prises de balles de temps en temps. C'était pas un grand Dembélé, mais comme Dembélé n'a pas été un grand Dembélé face à Liverpool, mais il a marqué un but, ce soir c'est pareil. On n'est pas sur un grand Dembélé, mais on est sur un Dembélé décisif qui marque un but. Et c'est aussi la version de Dembélé en 2025. Faut pas croire que Dembélé est excellent à tous les matchs. Moi, je regarde pratiquement tous les matchs du PSG, si ce n'est tous. Des fois, ton plus grand plaisir. Ça dépend, ça dépend de ce que je vois. Ça dépend de ce que je vois. Mais des fois, Dembélé n'est pas forcément flamboyant, mais il marque un but. C'est ça la version de Dembélé. C'est un homme qui a changé et qui aujourd'hui n'est plus comme avant. Le Dembélé où tu disais il fait un super match mais il marque pas. Là, des fois, il peut faire des matchs moyens, mais il marque. J'ai l'impression que c'est vraiment son but qui pour toi change la donne. Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'ai cru voir comme contre Liverpool, par exemple. J'ai cru voir le Mbappé de l'équipe de France finalement qui est assez brouillon. Tu vois le Dembélé qui est assez brouillon
tu vois, qui est capable d'envoyer un centre au troisième poteau, qui Ouais, s'est il montré a- 5 fois, Ouais. tu vois, qui peine à... Sauf que tu as raison, il a été décisif au final. Toi, t'en penses quoi, Anif? Non, mais il a résumé, c'est-à-dire que c'est peut-être ça la différence entre le Dembélé d'avant et le Dembélé de maintenant, c'est qu'un Dembélé d'avant, ce genre de match-là, il le terminait avec 0 but, 0 passe D et il remplaçait à 70e. Celui de maintenant, il te marque un but et il continue sur sa lancée. Il a été intéressant dans le sens où il a été vraiment dans le poste d'ailier droit. On ne l'a pas du tout vu dézonner comme il le faisait avant, notamment au PSG ou même jeudi, où il a été un peu plus dans l'axe. Là, on l'a vraiment senti sur le couloir droit et rien que sur le couloir droit quasiment pendant tout le match. Disons qu'il a eu beaucoup de maladresse, mais que la différence fait que quand il a eu son occasion, il la met. Avant, il la mettait pas, donc c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui montre aussi qu'il est en confiance. Et 6,5, j'aurais mis max, mais j'aurais pas mis Ouais, plus. 7, Non. moi j'aurais mis peut-être. Moi, j'aurais 7. Dites-nous dans le chat combien vous mettriez, parce que je vois que Sept. ça débat. Hein. Louis, Jiquel, là, et c'est deux Sébastien qui... Ça, je trouve que c'est un peu haut parce Ils sont que pas d'accord. quand tu regardes son match, tu te dis pas ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe de France aujourd'hui. Ça a été un joueur très, très intéressant, mais qui a pas non plus. Oui, il a pas de il a pas Oui, crevé l'écran. oui, c'est ça, il n'a pas crevé l'écran comme Olysée l'a fait par exemple. Mais oui, je trouve que c'est cohérent et c'est un match qui devrait faire du bien pour le moral pour lui parce que ça va un peu dissiper les doutes où il pouvait se dire en mode le PSG, j'ai ce niveau-là, en équipe de France, je suis un peu plus en difficulté. Là, au final, il continue sur sa lancée, il marque un but, il aura une autre montre, donc tout va bien pour lui. La nouvelle Patek. Je vois du 7,5, je vois 6, ok, mais il aurait pu avoir 7. Bon, 7, même les 7. Ah, mais je crois que Ils sont tous j'ai- d'accord avec Maillot. Chacha, Je là. crois que les mecs, je les ai convaincus là. Ah, si, j'ai dit 6,5. René, Allez, ouais, bah, 6,75. Allez, Ah, je t'en rajoute un petit peu, je te remets le 0. ils le mettront pas, il y a trop de chiffres à taper. C'est mieux. Beaucoup de 7,5 aussi, enfin c'est quelques-uns. Moi, j'ai l'impression surtout que avec Olysée, Mbappé et Dembélé, tu as 3 éléments offensifs qui sont complémentaires, qui n'ont pas tous le même profil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est pour ça que ça peut marcher? Bah, le truc c'est qu'il en faut un quatrième, je pense, parce que au lycée le meilleur, Alors, le... On peut évoquer rapidement, c'est Barcola voilà, qui a été un ton en dessous. Hein, Bien sûr, clairement. voilà, parce que pour moi, du coup, en fait, si tu as les trois, tu peux pas avoir les trois seulement uniquement les trois, parce que tu fais quoi? Du coup, tu mets Olysée sur un côté ou Dembélé. Enfin, Il a été t'es obligé, brillant, il y a un moment, il y a un truc qui coince. Donc en fait, si tu veux les trois, il faut un quatrième. Et le quatrième, ce soir, on peut l'évoquer rapidement, mais Bradley Barcola, j'ai trouvé que bon, les 10 premières minutes, voilà, il a montré des choses, etc. Mais on est vite arrivé à des limites du joueur, qui sont des limites, pour le moment, il est très jeune, etc. Il a quelques limites. On voit bien qu'une occasion, après, c'est pas aussi le cas de Mbappé, comme on l'a dit, mais il ne la marque pas forcément. Et il a été à un moment trop discret. Le jeu ne penchait pas du tout dans son couloir gauche. Et c'est un joueur qui a été un peu oublié dans la rencontre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti prématurément, ou d'ailleurs avant les autres, parce que Didier Deschamps a bien compris, comme nous, comme le spectateur, qu'à un moment, il n'avait plus d'impact dans la rencontre. Il a disparu. Donc, à voir si Bradley Barcola vraiment peut avoir le statut d'un titulaire en équipe de France. Si aucun joueur ne vient le challenger, il l'aura, sûrement, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de le challenger quand même. Et notamment celui qui l'a remplacé, Voilà, on peut en parler, Désiré Doué, qui est rentré à la place de Barcola en deuxième mi-temps, et finalement qui a joué plus longtemps que prévu Ah ouais. avec la prolongation, qui a eu le temps de se distinguer, oui ou non. Anif, dis-nous ce que tu en as pensé du match de Désiré Doué. Je viens de voir là qu'il a eu 7, je lui aurais mis un petit peu moins quand même. Mais c'était une très belle entrée. C'était une entrée à l'image de ce qu'il fait au PSG, avec un peu moins de confiance forcément, parce qu'il y a ce côté pression, première sélection. Mais on l'a vu tenter. Je pense que c'était la consigne clairement. C'était de montrer des choses sur son couloir. Il y avait des espaces. Il fallait marquer, surtout au moment où il rentre. L'équipe de France n'avait pas égalisé. Il a eu beaucoup de caractère. Il a de la personnalité. On l'avait vu déjà avec le PSG. C'est un garçon qui a beaucoup de personnalité, qui confirme là qu'il a des belles qualités footballistiques. On l'a vu sur certains mouvements, sur certains décalages. Il est décisif sur plusieurs occasions où il se montre dangereux. C'est une entrée très intéressante. Je pense que c'est ça la force de cet effectif, en tout cas pour Didier Deschamps, c'est qu'il peut remplacer un joueur par un autre joueur qui va montrer des belles choses offensivement. Il a de la chance d'avoir des profils différents. Il est rentré avec le numéro 9 et cette envie de vouloir faire mal. Donc beaucoup de cran pour le joueur. Et puis on l'a vu, première sélection, on l'envoie tirer un penalty pendant la séance, il tremble pas. Donc très intéressant. C'est vrai, il y a le tir au but. Ouais. Ouais. Donc c'est Et très intéressant. après la qualif à Liverpool, où ça c'est fait lui. deux, Voilà. où il les tire très bien, donc ça va commencer à être un joueur, du moins dans l'exercice, pas mal. Ça donne Peut-être à l'avenir, dans son club, s'il est encore au PSG, en équipe de France ou quoi, ça se trouve, ça sera un tireur de pénalty désigné ou un deuxième dans la hiérarchie, parce qu'il a l'air en 2 pénaltys de bien les tirer. Mais en tout cas, cette entrée donne du crédit encore plus à ce qui montre depuis l'année 2025.
Et je pense que c'est de très bon augure pour l'équipe de France et pour le PSG du coup. Mais tu sentais qu'il était très... tu sentais que c'est sa première sélection. On l'a vu prendre une grande inspiration au moment où il est rentré sur la pelouse. Là, il a fait allez, même pour le penalty, on y va. Et même après sur le match, j'ai trouvé de mon côté qu'un peu comme au PSG, sur ses premiers matchs au PSG, il a un petit peu voulu trop prouver, regarder, je sais faire ci, je sais faire ça. Et que dès qu'il a simplifié son jeu, c'était très fluide. Mais dès qu'il a voulu en faire un petit peu trop, le dribble de trop, il s'est un petit peu enfermé. Mais pour une première, ça reste plus que satisfaisant. Très potable. Pour une première, il y a vraiment de très belles choses qu'on a vues quand même de la part de Désiré Doué. Après, on est, comme tu dis, sur un joueur des fois un peu brouillon qui va chercher l'affrontement avec le défenseur, tout de suite l'adversité pour aller chercher le dribble, etc. Et des fois, il en fait un tout petit peu trop. Mais ça, c'est des détails qui vont se régler avec l'âge. C'est normal, on est sur un joueur qui est sûr de lui dans ce domaine-là. Mais moi aussi, ce que j'ai aimé, à part ça, c'est surtout sa capacité à frapper. Il n'a pas du tout peur de frapper. Là où Bradley Barcola, des fois, tu vois, avoir moins le réflexe de tirer, même dans des situations où tu n'es pas forcément le mieux placé pour tirer. Mais on a vu quand même 2 frappes, un moment coup sur coup, de Désiré Doué, où on voit quand même il y a une grosse frappe. De toute façon, on commence à la connaître, sa frappe. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de tenter des frappes et d'amener du danger, qui va chercher un corner, un ballon lâché, n'importe, ou même un but si ça peut rentrer. Mais j'aime beaucoup ça, parce que beaucoup de jeunes joueurs, des fois, n'ont pas le courage, entre guillemets, de prendre l'initiative dans des zones du terrain où ce n'est pas forcément le jeu ne demande pas forcément le tir, mais lui il l'apprend et il l'apprend plutôt bien parce qu'il a une belle frappe. Il se contente pas du contrôle, remise, passe. Voilà. D'ailleurs, il y a Sébastien Bujour qui nous dit des pures frappes, de l'animation, des récupérations, des dribbles au top. Doué, joueur émis 7, j'imagine. Jean-Brice nous dit Doué, quand il a pris confiance, il a été très pesant sur la défense croate. J'ai Ismaël qui nous dit Doué est meilleur que Barcola. Est-ce que moi, c'est depuis le début, depuis les premiers jours à Barcola de Désiré Doué au PSG, je suis convaincu, et de toute façon il y a les lives, que ce joueur a plus de talent que Bradley Barcola. Donc les jours. Après, c'est 2 profils différents, moins dans la percussion, Doué peut-être plus dans le dribble. Dans tous les cas, c'est un joueur qui est bien plus talentueux que Bradley Barcola. Il n'y a pas de honte à dire ça. On est sur un crack comme dans le monde à son âge, il y en a très peu. Bradley Barcola, on est sur un type d'ailier qui est très bon. Mais il y a d'autres ailiers, je pense, à son âge, qui sont un peu similaires ou plus forts que lui. Pendant que Désiré Doué, à son âge, il arrive dans un cercle très fermé. Est-ce que, je vois, on demande de la patience déjà aussi, il ne faut pas y aller trop vite avec Doué. Est-ce que dans ces cas-là, il est très fort, allons-y, mettons-le partout, titulaire, équipe de France, PSG, ou au contraire, il faut dire mollo. C'est toute la difficulté, et c'était aussi pour répondre à ce que tu disais, d'un profil comme le sien, c'est-à-dire que quand tu rentres dans un match, tu dois montrer tes qualités d'ailier en l'occurrence, donc tu veux un peu enflammer la rencontre. Parce qu'il peut jouer partout un peu. Oui, c'est ça, mais tu veux aussi ne pas faire n'importe quoi, donc tu essaies de te rassurer, etc. Et Doué, je trouvais qu'il a fait le juste milieu. Après, pour répondre à ta question, écoute, j'ai l'impression dans le football, il n'y a plus de temps en fait. Et si tu es un crack, tu joues et on te fait jouer. On l'a vu avec Mbappé quand il débute à Monaco, on l'a vu avec Yamal actuellement. S'il est excellent et qu'il excelle, en fait, il va jouer tous les matchs. Ça peut avoir ça peut être à double tranchant, parce qu'on a vu par exemple avec Warren Zaïre-Emery, qui à un moment donné est arrivé au bout du rouleau et qui a disparu. Qui a disparu à 17 ans pendant oui, 6 mois. Mais bien sûr, mais c'est pour montrer un peu que la différence d'âge. Et Doué, sur le débat sur Barcola, je ne sais pas s'il est meilleur que lui à l'instant T. C'est des profils différents, c'est des styles de jeu différents. Barcola a quand même, j'ai l'impression, plus d'intelligence entre guillemets sur certains gestes, notamment dans le dernier tiers. C'est ça. Mais Désiré Doué, c'est un profil quand même unique. S'il est excellent, autant le mettre autant continuer à jouer avec lui et autant surfer sur cette confiance-là. Aujourd'hui, tu as la chance en équipe de France d'avoir un vivier de très grande qualité. Et Didier Deschamps peut se permettre de surfer sur la forme des joueurs. C'est-à-dire que si le joueur, pendant 6 mois, il excelle en club, autant le mettre en équipe de France et autant le mettre titulaire et autant en profiter jusqu'au jour où il aura peut-être un coup de moins bien. Et la chance qu'a l'équipe de France, c'est que tant qu'on a un joueur un coup de moins bien, il y en a un autre sur le banc qui est en train d'exceller au même moment et tu peux le mettre. C'est vrai. Et donc, c'est ça c'est le luxe qu'a Didier Deschamps. Et donc, autant en profiter. Je pense que Désiré Doué, c'est un joueur sur lequel il faut s'appuyer sur les prochaines échéances. Et pour le plus grand bonheur de l'équipe de France, il a ce niveau-là encore, je vois pas de souci. Petit aparté, on nous demande des joueurs dont on n'a pas prévu de parler forcément, comme par exemple, il y a Louis Giquel qui nous dit est-ce qu'on a parlé de Théo Hernandez ? Non, mais n'hésite pas à nous dire et on dira si on est d'accord avec toi. Il y a un détail des notes sur la chaise. Ou alors on nous dit Saliba ce soir, l'oubliez pas. Ouais, mais excellent match Saliba, d'accord. Ou pas Mécano Saliba. On va parler après de pas Mécano. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est toujours ce débat-là. Une fois que Saliba a été installé, Saliba il bougera plus. Dans tous les cas, on sait très bien, c'est le meilleur défenseur français en activité sur la saison, etc. Sur les 2 dernières années, même, on peut le dire. Du moins le plus régulier.
parce qu'en plus, c'est celui qui a le moins de pépins physiques. On a des joueurs qui peuvent être à un gros niveau, comme Konaté, mais avec des pépins physiques et la forme du moment de Konaté sur ces derniers matchs, on n'est pas non plus sur quelque chose d'exceptionnel. Saliba l'est. Maintenant, c'est à savoir avec qui Saliba doit être accompagné. Et on va en parler, hein, mais je crois que la charnière Upamecano-Saliba, on l'a bien vu on l'avait vu d'ailleurs dans la deuxième mi-temps face à la Croatie, on n'avait pas encaissé de but, alors que dans la première deux, là, ça fait quand même une mi-temps de prolongation, etc., qu'on encaisse 0 but avec cette charnière. Allez, parlons d'Upamecano, qui était aligné du coup ce soir avec Saliba et qui a remplacé finalement Konaté, qui était titulaire au match aller, qui avait énormément souffert. T'en as pensé quoi de son match, Dayo Upamecano? Si on cherche la définition d'un rock défensif, c'est Upamecano pour le coup. Il a montré toutes les qualités qu'un défenseur central en équipe de France doit avoir. C'est-à-dire qu'il a été bon dans l'anticipation, bon dans le duel, et surtout sa qualité de vitesse fait qu'il rattrape tous les adversaires. Et on avait vu un Upamecano avec certains sauts de concentration par le passé. Aujourd'hui, il a été sérieux et appliqué pendant 120 minutes. Il marque aussi son tir au but. C'est un joueur très appliqué, très, très sérieux. Il fait le parfait lien avec le milieu de terrain. On sent beaucoup de leadership en lui. Avec Saliba, ils s'entendent très bien. Et j'ai trouvé plus rassurant qu'avec Konaté, du coup. Et c'est un joueur qui avait un peu disparu, finalement, des débats en équipe de France. Même dans le débat public, finalement, il y en a très peu qui suivent vraiment ses performances maintenant au Bayern Munich. Il a tiré un peu moins l'attention. Je pense que peut-être que cette petite trêve médiatique, ça lui a fait un peu de bien. Parce que, honnêtement, quand tu le vois sur le terrain là, il dégage une telle sérénité. Après, la Croatie n'a pas montré une animation offensive folle et une envie de bouleverser non plus l'équipe de France, mais c'est aussi parce que l'équipe de France, notamment grâce à sa charnière centrale et notamment Upamecano, a éteint la moindre offensive. Et, il y a plusieurs actions, où tu vois Upamecano aller chercher l'attaquant au milieu de terrain, récupérer le ballon, relancer, etc. Ouais, dans les jaillissements, je le trouve excellent. Tu vois, il est souvent là, mettre le pied au bon moment avant que l'attaquant puisse prendre de la vitesse ou autre. C'est assez impressionnant là-dessus. Et en plus, il anticipe bien les coups. Moi, ce que j'aime bien avec Upamecano, c'est que c'est un défenseur aussi qui défend debout. C'est-à-dire qu'il a très peu cette facilité à tomber. En fait, du moins après, c'est des glissades avec le terrain. Mais quand il défend, il essaye vraiment de défendre debout et d'être propre dans ses interventions. Et quant à Saliba et Upamecano, qui les deux dans ce registre-là sont très forts, c'est sûr que c'est très embêtant pour les attaques adverses. Mais c'est marrant parce qu'on pensait qu'on partait sur une nouvelle charnière type avec Konaté, Saliba, et en fait Upamecano revient dans le jeu. Lui qui a déjà été titulaire. T'as eu même eu un moment donné où tu te disais Upamecano, Konaté qui reviennent en charnière. Après, t'as eu Saliba qui a explosé et qui est maintenant indiscutable. Et Upamecano, honnêtement, il y en a très peu qui l'évoquaient encore en mode futur de l'équipe de France. Moi, je me souviens. Forcément, tu restes sur les impressions que tu as eues, sur notamment le penalty à l'Euro, certaines erreurs de concentration, même en Ligue des Champions, qui ont pu coûter des points au Bayern Munich. Mais honnêtement, le niveau qu'il a, c'est assez impressionnant. L'équipe de France a quand même beaucoup de chance d'avoir un joueur de ce niveau-là dans son effectif. Et en plus, les Bavarois, cette saison, le trouvent exceptionnel parce que les supporters, là, surtout les réactions des supporters, en fait, ils disaient nous, depuis le début, on vous le dit qu'il est énorme. Maintenant, vous voyez juste parce que c'est vrai, comme l'a dit Hanif, jouer au Bayern Munich, ce n'est pas jouer au Barça, même en Première Ligue ou quoi, de la part d'un PSG ou quoi pour des Français entre guillemets. C'est un peu moins médiatisé la Bundesliga, donc forcément. Et paradoxalement, un joueur comme Olysée qui est dans le même club était bien plus suivi en termes de performance que ne l'était Upamecano. Oui, parce que c'est un offensif. Parce que c'est un offensif, c'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas regardé le match, mais ils regardent la vidéo ou les stats. Alors que Upamecano, tu n'as pas regardé le match, tu vas pas avoir une vidéo où il te montre le tacle ou l'intervention de la tête sur le corner. Sur Kleinstein. Ils vont pas te le montrer, ça. Alors qui a mis un but avec l'Allemagne, c'est pour ça. Troisième meilleur buteur de tous ces gars. Non, quatrième. Quatrième. Cinquième, mais en fait, c'est Marmouche qui est parti. Louis Giquel, il a dit, pour revenir sur Théo Hernandez, nous demandait d'en parler. Il a dit je l'ai trouvé assez inoffensif ce soir parce qu'il y a un Sébastien nous a dit désastreux, il mérite des critiques sur Théo Hernandez. C'est Denis? Non, c'est pas Sébastien Denis, c'est Sébastien tout court. Il mérite des critiques pour qu'il. Voilà, c'est lui, tu penses que c'est lui. Oui, parce que pour qu'il se bouge et qu'il ne se croit pas dans son fauteuil. Est-ce que, en gros, ils sont sévères avec la prestation de Théo Hernandez? Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot rapidement sur ça? On en parlait en off. Tu disais qu'offensivement, tu l'avais trouvé assez timide pour ce profil-là, sachant que sa qualité, c'était clairement d'être un offensif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu très timide. Après, défensivement, il a été propre. Bon, le point noir, c'est clairement son tir au but. Qui, pour un joueur qui est censé avoir un pied gauche intéressant, parce qu'il a déjà mis des coups francs, etc. Bon, c'était clairement raté.
Je sais pas. Déjà, sa titularisation, ça pouvait être très dur vu que Digne avait été plutôt très correct, même bon, face à la Croatie au match aller. C'est un match sans plus de sa part. Je dirais qu'on attend plus de lui. Après, il n'est pas forcément confiance au Milan. Offensivement, c'est sûr qu'on aurait pu voir plus. Il n'a pas beaucoup combiné, notamment avec Barcola en première période. Et il a obtenu, j'ai eu une ou deux montées en tête, mais sinon, pour un joueur de ce niveau-là, en tout cas de ce profil-là, et qui a montré autant de choses. Il est pas bon en ce moment. Non, mais je veux dire de ce qu'il a su montrer par le passé, et même son profil, qui est clairement, t'as un joueur comme lui, ça disait qu'en équipe de France, il pouvait pas être latéral gauche, puisqu'il était trop offensif. Donc là, pour le coup, il a fait l'inverse. Après, moi, j'ai trouvé dans le match plutôt. Après, c'est difficile de juger le match de Hernandez, même de Koundé, parce qu'en fait, ils ont tellement été peu sollicités défensivement que c'est plus offensivement. On les a vus, mais c'était souvent les ailiers en plus qui mangeaient les couloirs, donc eux, ils sont en retrait. Surtout à gauche avec Barcola, qui a beaucoup été très excentré. En vrai, Hernandez, on l'a quand même très peu vu, mais il y a eu certaines percussions où il cherchait des coups francs, plusieurs fois où il était fauché, etc. Donc voilà, il y a eu quelques trucs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose ce soir de sa part. Et c'est pas le match où on va faire une analyse fine et complète. Allez, j'ai une déclat de Didier Deschamps pour clore ces notes du match. L'essentiel était d'y croire après le triste résultat à l'aller. Il y avait tout ce qu'il fallait au match aller, mais on n'a pas réussi. Ce soir, on a fait un grand match. On espérait se qualifier avant les tirs au but, mais bon, il faut apprécier cette situation compliquée. On a des joueurs de qualité, il y a de la jeunesse, on était contre une belle équipe. Cela doit servir à ce jeune groupe avant les prochaines échéances. Et à propos de Olise, il a été rayonnant, je connais sa qualité, il a le potentiel. J'ai insisté, il fait de bonnes choses. On a vu du lion avec les autres joueurs, c'était très bien, un bon joueur, c'est un bon joueur, il progresse bien au Bayern Munich.